Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous sommes à Mont-Laurier chez M. Claude Lavoie. Il va nous raconter son cheminement d'homme d'affaires. Alors, bonjour Claude. Bonjour. Ça va bien? Absolument. Merci de nous accorder cette belle entrevue aujourd'hui. On est dimanche. Bienvenue. Alors, tu vas nous raconter un peu ton cheminement d'homme d'affaires. À quelle époque ça a commencé? Dans quelles années approximativement? Parfait. Alors, comme préambule, je dois dire qu'avant de commencer la nomination des endroits que j'ai fréquentés, j'ai fait plusieurs places avant 1945, alors que j'avais à peu près 13-14 ans, et toutes sortes de petits travaux, des idées. Et j'ai vraiment commencé par étudier la botanique au Jardin botanique de Montréal en 1945. Et j'étais là presque un an. Et j'ai appris beaucoup de choses, le nom des plantes, le nom latin de ces plantes-là, les plantes médicinales, comment empoter, travailler dans les serres du Jardin botanique de Montréal. Et par la suite, en 1946, je me suis rendu, j'ai décidé de vouloir faire un agronome. Et là, j'ai étudié à l'Institut agricole d'Oka chez les Trappistes, dans le but de suivre ce cours d'agronome. Mais j'ai dû cesser au bout de 3 mois parce que pour faire un agronome, il faut avoir des connaissances en physique et en chimie, ce que j'avais aucunement de connaissances dans ce domaine. J'ai donc quitté après 3 mois. Ça m'a amené par la suite à l'école d'agriculture de Mont-Laurier. Je me demande ce que je faisais là parce que c'était un cours pour devenir cultivateur. Mais je n'avais pas de connaissances là-dedans, mais quand même, j'ai fait 3 mois à cette école. Ensuite, je suis arrivé, j'ai décidé de partir à mon compte. Je suis rentré à Montréal, chez moi, à l'époque. Et j'ai commencé à vendre du linge, des vêtements, d'une porte à l'autre, puis dans les tavernes, un peu partout, colporteur pour ainsi dire. Et j'avais à peu près 16 ou 17 ans. Et ça marchait très bien. Et mon père m'a vu faire, il a vu que j'avais commencé avec un petit capital très minime. Et j'ai monté un inventaire à l'époque d'environ 500 assez rapidement. Et là, on parle de ça dans quelles années? Là? Ça, c'était en 1947. En 1947? Oui. Oh, oui. Et puis là, mon père, voyant que j'avais un certain talent pour le commerce, me dit, tiens, moi je m'en vais à mon compte, puis tu vas prendre ma place chez Georges Coury, un gros magasin en gros de linge. Puis, tu vois. Il m'a dit le territoire qu'il couvrait. Il dit, on fait l'Abitibi, le comté Labelle, on fait le comté de Berthier, c'est-à-dire Joliette, Saint-Michel-des-Saints, ainsi que le comté de Papineau dans la région de Papineauville, Channeville, ainsi de suite. Et là, il m'a donné une liste de ses clients qu'il avait l'habitude de faire depuis de nombreuses années, sans venir me présenter. Alors, j'ai pris la liste, et puis j'avais tous les échantillons de la compagnie. Et j'avais 11 valises d'équipement, j'avais acheté une voiture pour faire ça. J'étais à commission seulement, sans aucun salaire. Et je pouvais m'en passer parce que c'était rentable. Et je me souviens encore, le premier client de toute cette liste que j'ai sollicité avec mes échantillons, c'était Joe Saint-Don, le magasin général de la conception. Et par la suite, j'ai fait le tour de tous ces anciens clients et les gens me recevaient très bien. J'avais à l'époque 19 ans. Et le soir, lorsque je demeurais à Mont-Laurier, quand je faisais le comté Labelle, j'avais un bureau et une chambre en haut du magasin Cadieux, ici à Mont-Laurier, qui d'ailleurs existe encore. Et le soir, j'allais jouer au billard dans le sous-sol, parce qu'il y avait là une salle de billard qui était la propriété d'Alphonse Forgette. Et un jour, il me demande, mon jeune homme, je vais te vendre ça, cette salle de billard-là. Et sur le coup, j'avais dit non, mais 6 mois après, il fait encore une tentative, me disant, serais-tu intéressé d'acheter ça? J'ai dit oui. Alors, j'ai vendu ma voiture à Henri Lamère à l'époque. Et puis, j'ai acheté la salle de billard avec le fruit de la vente. Puis, je l'ai payé par mensualité par la suite. Et j'étais dans cette même salle de billard-là, il y avait un restaurant
conjoint. Nous étions les deux pour payer le loyer à M. Cadieux. Et M. Simoneau, qui avait le restaurant, harcelait mes clients parce qu'il faisait un petit peu de bruit, puis pourtant, je tenais cette salle de billard d'une façon impeccable. À un tel point que j'ai décidé de partir. Je suis parti, puis je me suis installé au Rapide de l'Orignal, à l'Hôtel Central, dans le sous-sol. Là, ça a fait un fiasco. Les gens ne voulaient pas traverser la ville pour aller jouer au billard de l'autre côté de la rivière. J'ai tenu le coup quand même. Jusqu'au jour où j'apprends qu'on construit un gros bâtiment au coin de la rue Charles et boulevard Paquette. M. Villemaire bâtit le restaurant Caprice. Et avant ça, il y avait un autre magasin là, de lingerie, tenu par Réo Villemaire, le garçon de M. Villemaire. Il y avait donc un sous-sol là-dedans. J'ai déménagé là, et là, c'était un grand succès. Pendant que j'étais dans la salle de billard là, je n'avais plus que 2 tables au lieu de 4. Mais ça fonctionnait presque continuellement. C'était au sous-sol du sous-sol du bar 52. OK. Oui. À l'époque, c'était un magasin de linge. Je me situe là. Oui. Et puis, tout à coup, il ouvre Jacques Florent, le garçon du cordonnier Florent, ex-maire de Montréal, ouvre une salle de billard sur la rue du Pont, au premier plancher, au lieu de dans une cave. Alors là, ça fut un succès, et à un tel point que le jour où il a ouvert sa salle, un dimanche, dans ma salle de billard, parce que j'étais dans un sous-sol, ça a coupé, la salle s'est vidée, à un tel point que je ne pouvais pas arriver, ça ne marchait pas du tout. Alors j'ai donc fermé avec de bonne foi. Puis j'ai continué dans d'autres domaines. Et là, tout à coup, Richard Forgette construit le Tropicana. Superbe bâtiment, rue du Pont, avec un immense sous-sol. Alors moi, je suis allé avec lui, Richard Forgette, chez l'architecte Grenier, qui demeurait à Nomineng, pour lui indiquer où mettre les poteaux, les colonnes de soutien dans la cave pour ne pas nuire aux tables de billard. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et j'ai ouvert là. Ça a été, le succès m'est revenu. Et là, c'est Florent qui a fermé. Je ne faisais pas ça pour me venger, je faisais ça parce que c'était une opportunité. Okay. Et là, à ce moment-là, quand j'étais chez Villemaire avec ma petite salle de billard, j'étais allé m'acheter une machine à boules. J'avais vu ça à Montréal, sur la rue Jarry, chez un de mes amis, un restaurateur qui s'appelait Clovis. Puis je voyais aller la machine qui fonctionnait énormément, beaucoup. Alors j'ai demandé au restaurateur à quelle place qu'on pouvait s'acheter une machine de même. Il m'avait envoyé chez Chevrier et Larin, rue de la Roche. Puis j'ai acheté la machine, puis je l'ai mis à Mont-Laurier. C'était pour moi personnellement. Puis après, j'ai acheté un jukebox. Et tout à coup... Ça, c'est dans quelles années approximativement? C'est en 52, ça. En 52? Oui. Là, à ce moment-là? Oui, pendant que j'étais chez Villemaire. OK. Et là, j'ai eu 2 machines, puis tout à coup, il y a un voyageur de commerce, il y a une dame à Fermaneuve qui aimerait avoir un phonographe. Pas une idée d'aller en acheter un et le placer là. Elle me demande une machine à boules. Encore là, j'en place une. J'avais 4 machines. J'avais une machine nouvelle qui venait de sortir par la suite, qui était une Bingo. Puis là, ma machine ne fonctionnait plus beaucoup. Alors, je m'achète une Bingo. Et l'autre machine qui marchait tant chez nous, j'allais manger chez Clovis, chez Gaspard Bouffard, sur le boulevard Paquette, où aujourd'hui il y a un magasin de batterie. Là. Okay. J'ai dit, Gaspard, j'ai une machine à boules, je ne sais pas quoi faire avec ça. Veux-tu, on va essayer ça dans ton restaurant, je vais te donner la moitié, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, c'est d'accord, on met ça là. Voilà la machine qui part très bien, comme avant. J'étais rendu à 5 machines, et tout à coup, j'ai eu 7 machines, puis 8, puis 10, puis 20, puis je suis rendu à 200 finalement. Après un nombre d'années, parce que j'avais acheté mon compétiteur René Bourgeois. Ah, OK. Et tout à coup, j'étais rendu avec toutes ces machines. Donc, c'était pas prémédité, mais je suis devenu un opérateur de machines à boules puis de jukebox. C'était ça, mon commerce. Okay. Ça m'a amené dans l'équipement de restaurant. Pourquoi les gens me demandaient, hey, pourrais-tu me trouver des chaises, une friteuse? J'avais pas ça, genre, oui, je peux te trouver ça. Et puis, comme ça que j'ai commencé à avoir un petit inventaire d'équipements de restaurant, très petit. Puis ça a grossi à un point que c'est devenu important.
Mais ça, c'était encore un commerce que j'avais parti, non pas d'une façon préméditée. J'avais commencé ça par accident. Par simple demande de clients. Et j'ai fait partie d'une ligue de quilles pour les jouets pour les Chevaliers de Colomb. Et là, ici, j'ouvre une parenthèse pour dire que l'année où je me suis marié, il y avait une jeune fille qui écrivait les points pour l'équipe, là. Et puis, je la trouvais fort de mon goût, puis j'ai commencé à parler avec elle, puis on s'est connus. Cette jolie fille, c'était Lise Régimbal. Et on s'est fréquentés pendant 4 ou 5 ans, puis finalement, on a décidé de se marier en 54. Okay. Et c'est de cette façon que je suis devenu ici à la maison, où je demeure maintenant depuis 69 ans. 69 ans. Et après ça, j'ai ouvert un magasin d'équipement à Montréal avec mon garçon, avec un associé, une affaire assez importante dans le centre-ville, pas loin du forum, du nouveau forum du Centre Bell, dans le gros bas de la ville. Et puis c'est un vieux bâtiment de 1923, puis le loyer était assez cher. Puis ça marchait beaucoup, mais j'ai fermé au bout de 9 ans, c'était pas rentable, ça coûtait trop cher pour opérer. Okay. Là, j'ai rapporté tout ce... On a fermé à Montréal, j'ai rapporté les inventaires ici à Mont-Laurier, que je suis en train d'écouler dans le moment. Après ça, j'ai ouvert avec Jacques Dessert. J'avais pris ma retraite, une sorte de pré-retraite. Puis je rencontre Jacques Dessert, qui était un de mes grands amis. Il dit, Claude, on va partir à une usine de charbon de bois, qu'est-ce que tu parles de ça? Et puis, c'est très rentable, il m'avait expliqué ça. Il dit, on va faire du charbon de bois avec de la croûte des moulins à scie. Il y avait beaucoup, il y en avait énormément à l'époque. Ben oui, à l'époque. La croûte coûte 4 $ la corde. On pouvait faire des centaines de sacs de charbon avec une corde. Ça, c'était dans les années, excuse-moi, là. Ça, c'était en 79, en 80. 79, 80. Alors qu'on commence à faire du charbon avec de la corde, c'était vraiment rentable. Au lac des Écorces, l'usine était. Comment s'appelait la compagnie? Les charbons de bois Météor, que tout le monde connaissait à l'époque. Là, au bout de 2 ou 3 mois, voici que la Plywood, les autres poulassiers décident de ne plus vendre de croûte parce qu'ils avaient décidé de chauffer avec ou de faire des copeaux. Okay. Là, on a été obligé d'acheter du bois en longueur, qui était beaucoup plus cher, du bois tordu. Là. Oui. On le mettait en bûche, puis on le mettait dans les fours. Ça coûtait beaucoup, puis c'était pas rentable, ça commençait à être moins rentable. Alors, j'ai quand même opéré dans cette compagnie-là avec Jacques pendant 4 ou 5 ans, puis on avait 6 ou 7 employés. C'était encore à faire, c'était pas rentable, on a fermé. Et surtout, la raison pour laquelle c'était pas rentable, c'est à l'époque où tout le monde a commencé à s'acheter des fours à gaz nationaux. Des barbecues au gaz. Alors, ça a fait tomber le marché d'une façon incroyable, parce que les gens cuisaient leur viande au gaz. Absolument. Puis, comme au magasin Métro, par exemple, ils m'achetaient 500 sacs du coup, puis 4 ans après, ils en prenaient 25. Fait que ça ne fonctionnait pas du tout. OK. Ensuite de ça, après les charbons, j'ai été impliqué dans le motellerie vrai, avec Jean-Paul Sabourin, Monsieur Sabourin. Luc Ouellette, le dentiste. Il y avait Lise qui était là-dedans, et Jean-Marc Roy. Nous étions 5. Jean-Marc Roy, l'avocat. Oui, exact. Ah, OK. Le fils de M. Gustave Roy. Exactement. OK. Nous étions 5. On avait fait un prêt ensemble, différents montants. Et de façon, Howard Tinkler avait été saisi par la Banque nationale parce qu'il ne payait pas du tout. Alors, ils ont fait une vente sous contrôle de justice, qu'on appelle. OK. Et puis là, on a assisté à cette vente-là dans le bureau de la Banque nationale. Il y avait comme une sorte d'encan. On a fait un prix, puis jusqu'à un certain montant qu'on avait décidé d'aller pas plus haut. Et lorsque on a donné le dernier prix, il a été accepté. On est devenu propriétaire du motel qui était dans un état lamentable. OK. Lamentable, croyez-moi. Alors là, on s'est mis à faire des travaux là-dedans, améliorer les chambres, décorer la salle à manger qui s'appelait Aux Vieilles Briques, qui est devenu un succès. Le bar a été un énorme succès parce qu'il était rétro, style antique là-dedans, bien décoré et bien tenu. Et puis, j'ai eu ça 9 ans en société avec ces gens-là. Et en 89, Jean-Paul Sabourin a décidé, il nous a offert d'acheter toutes nos parts. Alors on a accepté, puis on a vendu nos parts à Jean-Paul, puis il est devenu le seul propriétaire. Et ça a été pour moi très rentable et pour les autres aussi, d'avoir acheté ça.
Ensuite, je suis revenu à Mont-Laurier. Et c'est-à-dire, j'ai pas quitté Mont-Laurier tout de suite. Je me suis occupé en 90 de vider le magasin à Montréal parce qu'on fermait, parce que ça coûtait trop cher, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on a monté l'inventaire. André, mon garçon, était avec moi là-dedans. Et André s'est occupé du magasin, de liquider l'inventaire depuis 90. Puis actuellement, c'est presque liquidé. Il y en a encore pour 1 an à peu près avant de faire. Fait que là, dans le moment, il me reste un inventaire, ce qui fait que ça fait mon affaire dans le fond, parce que ça me tient occupé un peu. Oui, absolument. Parce que quand on est actif, comme je l'ai été, et qu'on n'a plus rien à faire, laissez-moi vous dire que c'est ennuyant. Comme ça l'est dans le moment d'hiver où ça ne marche pas. Oui. Puis je me tiens occupé quand même un peu en sortant beaucoup. Et je voyage encore un peu, mais moins qu'avant. Alors, c'est pour ça qu'on est en train d'écouler. Puis c'est agréable d'avoir quelque chose à faire encore. Et c'est à peu près les grandes lignes de mon activité commerciale. OK. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse, là. À l'époque que tu étais vendeur sur les routes, j'ai bien entendu que tu allais sur le côté de l'Abitibi. Oui. Alors, à ce moment-là, tu dois te souvenir un petit peu de l'état des routes, comment que ça se passait, en quelle année que c'était? Ah, bien sûr, moi, j'ai pris la route avec ma voiture, avec mes échantillons, quand la première fois, j'ai fait tout le territoire d'Abitibi jusqu'à La Sarre. J'étais, à ce moment-là, j'avais une très bonne voiture, qui était presque une voiture de l'année. Et puis, le chemin n'était pas pavé. Okay. En partant devant l'autre bord du pont de Mont-Laurier, là, oui, près de l'hôpital. Où le Tim Horton ou l'hôpital, c'était en gravier. Tout le long jusqu'en Abitibi. Colin. Alors, évidemment, à l'époque, il y avait moins de trafic qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de grosses vannes comme aujourd'hui, parce que ça aurait été un enfer de la poussière. Oh oui. Puis, je dois dire que le chemin était en gravier, mais c'était un bon chemin bien entretenu. Ah, OK. Et puis, l'hiver, évidemment, c'était ouvert aussi. Et ils ont commencé le pavage à peu près, je dirais, en 49-50. Pavé tout le long. Il y a eu des bouts qui n'étaient pas pavés, puis finalement, ça a été pavé partout. Puis ça s'est amélioré par la suite. À cette époque-là, il faut dire que les frais, c'était pas dispendieux comme aujourd'hui. Le pétrole coûtait 20 cents le gallon, c'est-à-dire 5-6 cents le litre. Les chambres d'hôtel coûtaient, au lieu de 115 aujourd'hui, coûtaient 3 $. Un repas coûtait 1 $, donc partout. Et évidemment, tout allait dans l'ensemble, tout était moins cher parce qu'à cette époque-là, on payait les barres de chocolat, c'était 5 sous, les breuvages, c'était 10 sous, des repas complets, des déjeuners. Ça coûtait presque rien. Moi, je n'avais pas besoin de salaire. La commission que j'avais 7 sur les ventes. Et puis, je trouvais que c'était rentable. C'est pour répondre à la question du chemin de l'Abitibi. Et c'était comme ça dans les autres régions quand je voyageais. C'était la même chose dans les autres régions. Accepté que dans les autres régions, les chemins étaient pavés. Ah, OK, ouais. Les chemins étaient pavés. Ils sont devenus pavés à peu près en 52. En 52 environ. Oui. OK. Puis, nous sommes dans la maison que tu habites présentement à Mont-Laurier. Ici, ça pique ma curiosité un petit peu. Là. Ça fait combien d'années que tu vis dans la maison présentement? Ça fait, en date d'aujourd'hui, ça fait 69 ans. 69 ans? Oui, oui. Puis la maison, elle date de quelle année? Elle date de 1906. 1906. Donc la maison a 106, 106 ans à peu près, 107 ans. OK. Et puis M. Régimbal a acheté cette maison-là. J'ai toujours pensé qu'il l'avait achetée en 1920. Mais j'ai fait des recherches cadastrales. Okay. J'ai sorti des vieux contrats, puis j'ai trouvé un contrat de 1923, là, au moment où il a acheté le terrain. Mais ce que je n'ai pas pu savoir, c'est lorsqu'il a acheté les terrains sur lesquels la maison est bâtie, il ne devait pas y avoir de maison, parce que s'il y avait eu une maison, ça aurait été écrit avec bâtiment IRG. Sur le contrat notarié, mais il n'était pas marqué qu'il y avait un bâtiment. C'était pas écrit. Ce qui pouvait dire que ça devait être M. Régimbal qui a bâti la première maison. OK, ici. Elle a été rénovée pendant 3 ou 4 fois par la suite. OK, OK. Oui. Puis M. Régimbal
après avoir acheté, il a fondé Oui. la plomberie qu'on connaissait. La plomberie, j'ai cru comprendre qu'elle était déjà existante. C'était une ferblanterie, OK. propriété d'un monsieur Larocque à l'époque, en 1914 ou 15. OK. Il a acheté ça à l'époque de monsieur Larocque. Donc, il était voisin avec sa maison à côté de son commerce. OK. Oui. Mais votre beau-père ne l'a pas connu beaucoup, M. Régimbert. Non, je l'ai rencontré 2 fois qu'il est venu à la salle de billard prendre un café au restaurant adjacent. Et j'ai jasé un peu avec, puis il est mort en 1950, l'année que j'ai acheté la salle de billard. OK. Il est décédé très jeune, comme Mme Régimbert d'ailleurs. OK. Oui. C'était un monsieur quand même assez dynamique. Ah, Hein? ben oui, très dynamique, un homme sérieux, était grand chevalier de colon, très sérieux. Puis il avait fondé une compagnie sur la rue Panay, hein, c'est ça? Sur La le. rue Panay Oui, aujourd'hui, là. une compagnie de blocs de ciment, M. Régimbert avait ça. Ça s'appelait la Cimovie. C'est lui qui avait tout le terrain où est le centre d'achat aujourd'hui. C'est tout lui qui D'ailleurs, avait ce terrain-là. Oui, j'en ai parlé, puis ça avait été vendu à l'époque. Tout le terrain du centre d'achat, ça s'était vendu pour 4 000 avec la compagnie de ciment. Avec la compagnie de... Oui, de il Cimovie. fabriquait des Ah, c'est blocs ça. de ciment. Oui, Puis la compagnie s'appelait Cimovie. Cimovie, je ne sais pas pourquoi. Ciment, je ne sais pas pourquoi. OK. Il avait pris ce nom-là. Puis je sais que la rue, elle s'appelait Cimovie. La Ah, rue Cimovie à l'époque. Ah, Oui. je ne savais pas ça. Puis par la suite, ils l'ont Oui, changé pour exactement. la rue Panay. Ouais. Ben écoute, Claude, un gros merci pour nous avoir Ouais. pris le temps de nous raconter ça. Et puis, on vous dit au revoir et à la prochaine à vous tous. Merci.